Il défraye régulièrement la chronique avec ses expulsions très médiatisées. Et encore, le 24 février dernier, lorsqu'il se rendait à Dakar pour assister à son procès en appel, pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA sur la place publique en 2017, ce qui lui avait valu sa première expulsion. Cette fois, Kémy Séba n'a même pas eu le temps de franchir le portique de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, qu'il était interpellé, gardé à vue 30 heures sans manger, avant d'être réexpédié manu militari vers la Belgique. Ce qui a provoqué l'indignation dans les réseaux sociaux, y compris de la part d'ONG des droits humains, telles que la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International Sénégal, qui avait déjà protesté en 2017 sur le fait qu'on l'ait expulsé sans lui laisser le temps de se défendre. Cette fois-ci, le défenseur des droits de l'homme, Alioune Tine, n'hésite pas à parler de déni de justice. Pourquoi Kémy Séba fait-il autant peur ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en invitant le président de l'ONG Urgence panafricaniste, créée en décembre 2016 et initiateur du Front anti-CFA en 2017. C'est une date charnière parce qu'elle marque, selon le militant franco-béninois, le début d'une contestation sans précédent de la politique occidentale depuis la période des indépendances dans les pays africains de la zone franc. Et contrairement à tout ce qui lui est reproché en termes de revendications identitaires et de radicalisme noir, il a accepté notre invitation. Kémy Séba, bonjour. Bonjour Anna. Merci d'être venu nous rendre visite à Paris, dans le studio de Sputnik France. Alors, comme je le disais en introduction, c'est bien sûr votre dernière expulsion du Sénégal, le 24 février. Vous en avez déjà longuement expliqué sur votre compte Facebook, mais dites-nous, est-ce que cette nouvelle expulsion a vraiment été une surprise et est-ce que vous y attendiez pas un petit peu, puisque je crois que vous aviez eu une dérogation de la part de la BCEAO pour vous rendre au Sénégal de façon à pouvoir assister à votre procès? Non, pas la BCEAO. La BCEAO, bonjour madame, déjà pour commencer, n'est pas en mesure de donner des dérogations à qui que ce soit. Par contre, quand les autorités sénégalaises vous font un procès, en toute logique, je pense que les 3/4 des gens l'ont compris, pour ne pas dire 90%, d'après les retours que nous avons, quand vous convoquez quelqu'un pour la justice, vous attendez, vous souhaitez qu'il vienne. Et si vous ne souhaitez pas qu'il vienne, c'est peut-être que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et il se trouve donc que le procès avait été reporté à plusieurs reprises l'année dernière. Et la presse, sans citer les noms de quel groupe de presse auquel ça appartient du moins, la presse, une partie de la presse sénégalaise s'était réjouie en disant qu'Kémy Séba n'était pas présent, il fuit la justice. C'est ce qui avait été dit l'année dernière. Le problème, c'est que je ne fuis personne. Je ne fuis rien. Et quand j'ai été au courant donc qu'il y a eu convocation, moi je l'ai découvert par voie de presse au départ, j'ai contacté plus exactement mon avocat, Maître Koreishiba, qui m'a donc dit qu'en effet, j'avais une dérogation pour venir, d'accord, m'a fait suivre cette convocation-là. Mais la dérogation avait été octroyée par qui? C'est par le biais du tribunal. Le tribunal, d'accord, ok. De façon Dakar, à ce que vous puissiez pénétrer sur le territoire sénégalais. De la cour d'appel, c'est des mesures d'exception. Quand il y a un procès, je n'étais pas venu pour aller visiter Saly. J'étais pas venu pour aller visiter un certain nombre d'autres villes. Je connais Sénégal pour y avoir vécu de très nombreuses années. Non, j'étais venu pour répondre. Parce que je fais partie de cette génération d'Africains et d'Africaines qui ne fuient pas devant les risques, ne fuient pas devant le danger. Donc quand vous me posez la question, est-ce que c'était une surprise? La question n'est pas de savoir, avec tout le respect que j'ai pour vous, Madame Holzbauer-Gay, n'est pas de savoir si je fuis ou pas la justice. Non. Ou si c'est une surprise. La question est, à partir du moment où on me convoque, par principe, je me dois de répondre. Et c'est ce que j'ai fait. Et de toute évidence, d'après les retours que nous avons aussi, je pense que certaines personnes ne voulaient pas qu'on vienne. Ça aurait arrangé beaucoup de personnes du côté sénégalais qu'on me juge par contumace, que je sois uniquement représenté par mon avocat, parce qu'ils savent que quand je me déplace dans un certain nombre de pays, eh bien, il y a un certain nombre de jeunes qui se mobilisent. Et puis, il y a aussi quelque chose qui médiatiquement bouge. Donc, ça n'arrangeait pas les autorités, ma venue. C'est le moins que l'on puisse dire, on y reviendra peut-être. Tout à fait. Alors, oui, justement, au-delà de l'indignation et du déni de justice, évidemment, que l'on ne peut pas remettre en cause. D'ailleurs, les organisations des droits de l'homme qui s'étaient mobilisées quand vous aviez déjà été expulsé en 2017, après avoir brûlé ce fameux billet de 5 000 francs CFA, ont manifesté, mais sur les réseaux sociaux cette fois-ci aussi, leur indignation pour ce déni de justice, m'ont-elles dit. Moi, ma question, c'est plus, est-ce que vous n'avez pas l'impression, d'une certaine façon, que vous faites
faites le jeu de ces présidents africains comme Macky Sall ou Alassane Ouattara, que vous qualifiez le plus souvent, pas très gentiment, il faut bien le dire, de valet de la France à cause de leur attachement au franc CFA? Première chose, déjà, je les qualifie honnêtement. Je les qualifie avec sincérité. Quand quelqu'un se couche systématiquement devant un système oligarchique, je ne parle pas de se coucher devant les Français, une grande partie du prolétariat français avec lequel je suis en contact, notamment via les Gilets jaunes et compagnie, et j'ai beaucoup d'amis à l'intérieur de ce giron-là, une grande partie du prolétariat français souffre. Donc le problème n'est pas la France, mais l'oligarchie française et l'oligarchie africaine marchent en concubinage incestueux. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, et personne ne pourra me pousser à dire autre chose. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu la stratégie que les oligarques essayent de faire croire, de propager en disant que, en gros, Kémy Séba, c'est un épouvantail agité. Ça arrange les gens pour essayer de sauver la face. Mais la vérité est laquelle? C'est que tout est fait pour m'empêcher de me déplacer. Tout. Et vous croyez que ça fait plaisir aux présidents africains quand, un peu partout en Afrique francophone, ils sont voués aux gémonies parce qu'ils persécutent, ils violent les droits les plus élémentaires d'un certain nombre de citoyens? Clairement pas. Et je vais aller même plus loin. C'est parce que par pudeur, je ne cite pas de nom. Parce que malheureusement, j'ai des militants dans des pays où leurs droits ne sont pas toujours les plus respectés aussi. Et quand je parle sur certains présidents, ils n'ont pas toujours la possibilité de m'attaquer moi. C'est mes militants qui les attaquent. Mais je peux vous assurer que quand je sais le nombre de conseillers de présidents qui nous sont envoyés pour nous demander d'arrêter ce combat, je peux vous assurer qu'on n'arrange personne parmi ces dirigeants-là. Et juste pour prolonger le raisonnement, il faut qu'on soit clair. Pendant un certain nombre d'années, la question de la France-Afrique était une question élitiste, oligarchique, tabou. Et nous l'avons mis dans la rue. Non, ça n'arrange pas les oligarques, les puissants de nos pays, qu'aujourd'hui le prolétariat puisse s'organiser, qu'une partie de la jeunesse africaine souhaite s'autodéterminer. Ça ne les arrange non seulement pas, et je peux vous assurer, pour aller plus loin, qu'ils nous craignent sur beaucoup de points. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas achetables. Et la corruption en Afrique étant une religion, quand quelqu'un refuse les valises, il devient un problème. Et c'est pour ça qu'on me persécute autant, c'est pour ça qu'on me met en prison, c'est pour ça qu'on me déporte, et dans le même temps qu'on réunit quand même un certain nombre de gens. Oui, certes, Kémy, mais l'argument, il tient quand même. Selon vous. Puisque c'est une bataille médiatique. Oui, mais selon vous. Une bataille médiatique, quand même bien. Je travaille dans les médias. Vous utilisez les réseaux sociaux à cette fin. Tout à fait. Et vous avez raison, vous avez utilisé les armes que vous avez. Mais évidemment. Voilà. Alors, le fond de la question et le fond de l'argument, c'est de dire, mais pendant qu'on fait le buzz sur les expulsions de Kémy Séba, d'une certaine façon, ces fameux présidents que vous clouez au pilori, se dédouanent et n'ont pas à s'expliquer devant la jeunesse africaine sur le fait qu'ils leur donnent pas de travail, que la corruption reste rampante, etc. Votre propos aurait du sens si nos expulsions ne rebondissaient pas justement sur toutes les problématiques de la malgouvernance, sur toutes les problématiques de la corruption, sur toutes les problématiques du délitement de nos États. C'est une question, objectivement, c'est une opinion qui n'a pas de sens quand on y réfléchit dans le fond, avec un minimum de pudeur et de prudence intellectuelle. Si on parlait uniquement des expulsions pour dire qu'Kémy Séba est expulsé, ça ne posera pas de problème. Mais quand on est expulsé, il ne faut pas insulter l'intelligence des Africains. Les Africains savent tous que quand on m'expulse à cause du combat que nous menons contre la malgouvernance, contre la corruption, contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique. Et il y a plein de gens qui sont expulsés en Afrique. Pourquoi on n'en parle pas autant ? Parce que ce n'est pas toujours les problématiques que nous soulevons qui sont mises en avant dans le cadre de ces expulsions. Ça peut être des expulsions pour des questions de délit, etc. Or, nous, si ça fait autant de bruit, ce que vous appelez le buzz, qui objectivement, on parle pas de buzz là, on parle d'une indignation collective. Je pense qu'il faut respecter ça, d'une grande partie de la population d'Afrique francophone qui ne comprend pas que quelqu'un qui n'utilise pas les armes, et Dieu sait que je pourrais les utiliser, qui n'utilise pas la violence. À une certaine époque de ma vie, la violence était une option. J'y ai renoncé, d'accord ? Qui est dans la non-violence. De manière systématique, qu'il y ait un certain nombre de gens qui le suivent un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora. Que cette personne-là soit persécutée, c'est quelque chose qui indigne les Africains. Et je pense que il faut quand même qu'on puisse parler avec pragmatisme, avec réalisme de ce qui se passe. Les gens sont indignés parce qu'ils savent que ces expulsions sous-tendent. Elles sous-tendent une condamnation réelle des élites vis-à-vis de leur corruption, vis-à-vis... Et je donne un exemple précis, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr, on vous baïonne, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais on me baïonne pourquoi ? On vous baïonne. On me baïonne pas que pour le franc CFA. Vous en êtes consciente. On me baïonne parce que, par exemple, quand je vais en Guinée, la Guinée n'a pas le franc CFA. Pourquoi c'est que Monsieur Alpha Condé m'interdit de rentrer ? C'est parce que j'étais venu faire une conférence contre la malgouvernance, contre la corruption. Parce que je ne suis pas dans la caricature dans laquelle les médias français ou occidentaux veulent parfois me mettre, en disant que c'est simplement quelqu'un qui est un anti-blanc, c'est la caricature qu'on veut nous donner, alors que la plupart des gens n'y croient plus à cette fable-là. Mais c'est parce que justement, je dis toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et donc je fais partie
de ce courant panafricaniste, on va dire j'en suis une tête de file, qui dit que le problème c'est aussi bien nos élites que l'oligarchie d'Occident. Et c'est trop facile de dire que le problème c'est que l'Occident, mais on ne remet pas en question ce qui se passe chez nous. Voilà, tout à fait. Alors, juste, dernière question d'actualité par rapport à votre expulsion. C'est aussi un autre argument qui est avancé. Vous êtes une bonne porte-parole des arguments de nos opposants. Ah, j'ai fait mon travail. Chacun fait son rôle. J'ai fait mon travail, Jacqueline. Donc, il semblerait que vous mettiez beaucoup l'accent sur les présidents ouest-africains, en l'occurrence, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur donc le président sénégalais Macky Sall. Alors, qu'en est-il des 6 États de la CEMAC qui ont aussi le franc CFA en partage, et les Comores, n'oublions pas les Comores. Parmi ces États, y a-t-il pas donc des présidents africains? Vous parliez de lutter contre la malgouvernance, la corruption. N'y a-t-il pas des présidents africains qui sont vraiment les 2 pieds bien plantés dans la France-Afrique? Je suis surpris, chère Madame Osbourgay, qu'une grande journaliste comme vous ne soit pas au courant de toutes les mobilisations que nous avons fait en Afrique centrale. On a fait un certain nombre. Nos militants, certains ont été menacés de mort, vous savez, parce que en Afrique centrale, ils sont beaucoup plus rapides pour persécuter les militants qu'en Afrique de l'Ouest. C'est le premier point. Tout à fait, même si Sagna est toujours emprisonné au Sénégal. Au Sénégal, tout à fait. Et je lui passe une grande salutation, son avocat est le mien, donc c'est ce qui nous permet de communiquer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir que, ayant un passeport de la CEDEAO, quand je suis béninois, j'ai la possibilité de circuler normalement. C'était avant que les dictateurs commencent à s'exciter en Afrique de l'Ouest, mais de circuler sans demander de visa. Ça permet d'organiser les choses en amont, sans que les choses soient interdites directement. C'est ce qui était prévu à la base. Mais ça ne nous a jamais empêché que quand vous regardez l'année 2017, 2018, on a fait des mobilisations dans toute l'Afrique francophone, y compris en Afrique centrale. Et donc, dire qu'on ne s'attaque pas au président d'Afrique centrale, c'est au mieux de la malhonnêteté, au pire de la malveillance. Moi, je parlais des 6 États de la CEMAC. Vous êtes moins, l'UMOA semble être davantage votre cible en ce qui concerne votre demande de suppression du franc CFA. Je répète, les choses se font de manière graduelle. Quand vous voyez Kako Nuboko, vous ne lui reprochez pas de ne pas s'occuper suffisamment de la CEMAC. Les choses se font de manière pyramidale. Ce qui est valable pour d'autres est valable pour nous aussi. On commence, nous, sur le terrain, en Afrique de l'Ouest, ce qui nous a pas empêché d'organiser avec nos moyens, nos ressources, des mobilisations en Afrique centrale. Il y a des meetings, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on nous voit en Centrafrique. La Centrafrique est dans la CEMAC jusqu'à preuve du contraire. Oui, tout à fait. Donc c'est la preuve que les choses sont un peu plus nuancées que ça. Et je tiens à dire aussi en amont que j'ai quitté une grande chaîne d'Afrique centrale qui était au Cameroun et au Tchad parce qu'elle était irriguée financièrement par les dictateurs africains. Et j'ai dit que moi, je me bats contre le néocolonialisme. Et le néocolonialisme, c'est aussi bien l'oligarchie occidentale que l'oligarchie africaine. Et j'ai quitté cette chaîne en 2015. C'est pour vous dire qu'on n'a pas attendu 2020 pour être contre la dictature des gens dans la CEMAC. D'accord, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, qui est quand même votre combat pour la suppression du franc CFA. Et je me suis toujours posé la question de savoir si, au fond, cette affaire, si ça avait duré aussi longtemps, c'était pas parce que c'était, d'une certaine façon, aussi un tabou africain que vous avez fait voler en éclats, d'une certaine façon, en mobilisant les jeunes. Mais je m'en réfère à votre dernier ouvrage, L'Afrique libre ou la mort. Vous dites dans ce livre que 2017 est l'année charnière, à cause du début d'une contestation sans précédent de la politique occidentale depuis la période des indépendances dans les pays africains de la zone franc. Alors, ma première question, c'est pourquoi 2017 spécifiquement? Est-ce que c'est parce que ça correspond à la date de votre expulsion du Sénégal? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 qui fait que c'est vraiment la date charnière? Alors, comme je l'explique dans mon ouvrage, L'Afrique libre ou la mort, 2017 est le continuum d'un long processus qui a été lancé par des aînés qui ont risqué leur vie. Je tiens à préciser que la première fois que j'ai entendu parler du franc CFA, j'avais 17 ans. C'est pour ça que je souris souvent quand j'entends des économistes qui parlent il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, ou il y a 1 mois, en disant qu'on s'est irrigué à leurs écrits. Non, on s'est écrit à Tchouchtchang Pouemi. On s'est irrigué, on s'est nourri, donc, d'accord, aux ouvrages, aux écrits de Tchouchtchang Pouemi. Première chose. En 2007, lorsque je suis incarcéré, pour mes activités politiques dénoncées par le gouvernement français, d'accord, toujours pour la défense de mon peuple. L'ouvrage qui m'est donné, c'est l'ouvrage de Tchouchtchang Pouemi quand je suis en prison. Et donc j'étudie en profondeur. Vous savez, quand vous êtes en prison, surtout pour votre combat politique, pas pour avoir volé des pommes, vous avez le temps d'étudier. J'ai étudié dans les moindres recoins, justement, ce que dénonçait Tchouchtchang Pouemi en ce qui concerne le franc CFA. Mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Biogo, était le préfacier d'un certain Nicolas Gbou. Donc, on n'a pas attendu aujourd'hui pour être dans la question du franc CFA, et quand 2017 arrive, c'est parce qu'on a ingurgité quelque chose qui malheureusement était auparavant élitiste. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La question du franc CFA a été menée pendant de trop nombreuses années par les élites africaines, pas par le peuple. Le peuple subissait. Certaines élites courageuses
sont levées, se sont battues contre celles-ci, elles ont été persécutées, certaines assassinées, certaines ont été déboutées de leur poste, d'accord ? C'est une réalité, personne ne peut le nier. Et par la suite, ce sont des économistes qui, disons les choses telles qu'elles sont, n'ont pas un langage intelligible pour la masse. Parce que malheureusement, quand on parle dans des amphis à des convaincus, des sachants parlent à des sachants, le prolétariat reste de côté et bien souvent constitué comme une entité qui n'a pas, qui n'a pas d'âme, je vais être provocateur, mais qui n'est pas en tout cas la plus concernée par cette question. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que l'intellectuel africain doit se remettre en question sur le continent. Parce que pendant longtemps, ça a été dans l'entre-soi. Ils ont été dans l'entre-soi. Leur interlocuteur, c'était la France, être bien vu par la France, mais pas parler aux masses. Nous, on a mis ce sujet dans les rues. Et 2017 a été l'année où on a organisé ces mobilisations dans les rues. Et tout le monde sait, même nos adversaires politiques, que c'est à partir de cette période-là que la thématique du franc CFA a pris une autre ampleur. Ce qui ne sous-tend pas qu'elle est apparue en 2017. Personne n'est nigo pour dire ça. Mais il faut rendre à Ozar ce qui est à Ozar, et c'est la démarche qui est la nôtre. Alors justement, dans votre explication qui était utile, j'ai senti quand même quelques flèches à l'encontre de Kako Nobukpo, qui a dirigé donc un livre collectif qui, si je me permets de vous le rappeler, est sorti en octobre 2016. C'était aussi un peu le sens de ma question. Donc sortir l'Afrique de la servitude monétaire, qui a quand même été un jalon. Vous ne pouvez pas le nier. Un jalon pour qui ? Dans le combat contre le franc CFA. Je peux vous répondre ? Oui, je vous en prie. Donc déjà, la première chose, c'est vous qui dirigez les flèches où vous voulez. Moi, je parlais pas de Kako absolument. Kako ne m'a jamais attaqué publiquement et je ne l'attaque pas publiquement. La seule chose qui m'a déplu pour mon grand frère, que j'aime énormément, c'est quand il a accepté de dialoguer et de donner des conseils, et d'échanger, de partager avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est une France-Afrique 2.0 formée par Emmanuel Macron. Et ça, beaucoup d'Africains, y compris Nathalie Ambe, y compris d'autres amis, lui ont dit que c'était pas normal. C'est tout. Mais pour le reste, si j'ai quelque chose à dire à Kako, je le dirai pas devant vous, je le dirai à Kako. Je pense que vous l'avez déjà fait, voilà. d'ailleurs. Non, les vraies choses que je dois lui dire, je le dirai en face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas de flèche qui est dirigée vers lui ou vers qui que ce soit. Mais on dit les choses. Il faut dire les choses. Le livre dont vous parlez, c'est vous qui le lisez à Paris. C'est pas la masse. Faites un sondage parmi la jeunesse africaine d'Afrique francophone pour savoir si les ouvrages des économistes sont partagés, sont relayés ou sont beaucoup lus par la masse. La masse africaine ne sait pas imbibée de ces questions par ce biais-là. C'est faux. Moi, je sillonne toutes les rues des jeunesses d'Afrique francophone, et même in extenso diasporique. Je peux vous assurer que c'est pas là que le best-seller s'est fait. C'est dans les rédactions parisiennes. Parce que je reviens. L'architecture de l'économiste, de l'intellectuel africain, ça a été structuré par l'oligarchie occidentale. On a créé des entités qui pensent en direction de la France, qu'elle soit contre le colonialisme français ou pour. Et je dis que nous avons permis de vulgariser quelque chose qui auparavant était trop inséré aux mains des élites. Et donc, il y a, juste pour terminer, personne n'est en train... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous nous enfermiez, c'est peut-être votre souhait, peut-être pas. Qui tente le diable le trouve aussi, mais il ne faut pas que vous enfermiez dans un schéma qui consisterait à faire croire que nous disons que nous menons un combat, nous sommes les uns contre les autres. Non, nous sommes une famille. D'accord ? Kako Nobukpo, aucun occidental n'attaquera Kako Nobukpo devant moi, c'est mon frère. D'accord ? D'ailleurs, à votre place, il vous a défendu, si je peux me permettre. Et bien de la même façon. Oui, il m'a plus défendu que vous qui me qualifiez de radical dans chacune de vos émissions. Mais c'est la preuve que... Vous mettez sur un continuum. Évidemment, par rapport à l'Union Sinzou, vous ne pouvez pas être autre chose que radical. Oui, vu comme ça. Sauf que c'était pas que dans ce... Mais il n'y a pas de problème. Je suis là, j'ai répondu à l'invitation parce que je pense qu'il est important de dialoguer et de partager. Donc je redis, Kako est mon frère. D'accord ? Même les Winsar qui m'avaient un petit peu craché au visage lorsque j'étais sorti de prison expulsé, est mon frère. Maintenant, on a différentes méthodes, différents moyens. Et si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dirai à eux. Tout à fait. Pas ici. Mais si vous me permettez juste de rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, quand vous disiez qu'ils sont formatés pour ou contre, mais ils ont fait leurs études en France. Ça ne veut rien dire. Cher Anta Diop a été, c'est un discours qui, là encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour vous, chère madame, qui ne tient pas. Cher Anta a été formé en France. Il fait partie des très rares intellectuels qui, bien que formaté en France, est sorti de cette formation-là et s'est adressé à son peuple. Et vous ne considérez pas que sortir l'Afrique de la servitude monétaire était une façon justement aussi, comment dirais-je, de théoriser Moi, personnellement, j'étais plus touché par les écrits de Tshombe Pouemi, mais c'est personnel, c'est très subjectif. Oui, mais Tshombe Pouemi, alors justement... juste pour terminer, cela n'enlève en rien que le travail qu'ils font est un travail qui va dans le sens de notre autodétermination. Et le panafricanisme, mais non, mais c'est vous qui, depuis tout à l'heure, allez à gauche à droite, moi je vais tout droit. Le panafricanisme, c'est comme un hôpital.
il y a différents services, chère madame. Vous comprenez? Il y a les urgentistes, urgence panafricaniste. Nous sommes des urgentistes et nous le revendiquons. C'est pour ça qu'on travaille directement auprès de la masse. Il y a ce qu'on va appeler les psychiatres, il y a ce qu'on va appeler les pneumologues, les cancérologues, etc. Eh bien, chaque secteur, chaque service a son rôle. Et moi, je dis et je répète que quand j'entends des économistes qui disent c'est grâce à nous qu'on s'est mobilisé dans la rue, je suis obligé de sourire parce que c'est pas vrai. Moi, à titre personnel, c'est pas vrai. Les ouvrages de Kako, etc., j'en ai lu aucun. J'ai pas eu besoin de ça pour connaître. Si vous me posez des questions sur le franc CFA, vous allez très rapidement savoir que je sais de quoi je parle. Mais moi, c'est Tchouktchou Mpuemi. C'est la source. Et je le revendique. Voilà. Maintenant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on lui rende hommage d'ailleurs, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Tout à fait. Comment vous l'expliquez, que les penseurs africains l'aient oublié? Parce que chacun veut faire croire qu'il est le premier. Et c'est pour ça que nous, on fait partie des gens qui répètent. On passe notre temps à répéter que Tchouktchou Mpuemi a été le premier. Et qu'il ne faut pas mentir sur la genèse des choses. Il a fait partie des premiers économistes qui ont parlé au moment où c'était pas à la mode de parler. Et puis en plus, il a renoncé à son poste au FMI. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, on est bien d'accord. Voilà. Enfin voilà. Ok, très bien. Juste pour terminer sur la France-Afrique, ma question c'était votre conscientisation de la jeunesse africaine est sans doute pour beaucoup dans leur prise de conscience et la dénonciation de la France-Afrique en général. En ce qui concerne la présence des bases militaires françaises en Afrique, j'ai quelques doutes parce que c'est d'une certaine façon le départ de la France, notamment la fermeture de la base militaire au Sénégal. Vous et moi, nous y étions à l'époque. C'est plus un souhait de la France que véritablement une condamnation du Sénégal qui a demandé aux Français de partir. Parce qu'il y avait plus d'argent. J'attends votre question. Il y avait plus d'argent. Voilà. Ça, c'est votre opinion. Oui, d'une certaine façon. Alors, non, mais vous avez le droit de défendre aussi les autorités françaises. Non, je constate simplement que si la France est partie du Sénégal à fermer la troisième BIMA, c'était un arbitrage budgétaire. Oui, mais elle n'a pas quitté tous les pays d'Afrique francophone. Elle n'a pas quitté ça, nous en sommes bien d'accord aussi. Nous nous retrouvons alors. Voilà. Alors, dans ce combat, enfin, dans le franc CFA faisant partie, si vous voulez, du lutte de vos condamnations du système de France-Afrique en général, est-ce que le franc CFA n'a pas été un peu un prétexte de votre condamnation de la France-Afrique? Ou est-ce que c'est vraiment... Un prétexte de la condamnation de la France-Afrique? Non. J'ai toujours dit que la France-Afrique, c'est une pieuvre. Et la pieuvre a des tentacules, chère madame. Et parfois, quand vous utilisez des tentacules, vous parlez de tentacules qui peuvent paraître trop abstraites, parce que moi, ce qui m'intéresse, je reviens toujours, c'est le peuple. Je sais que le peuple africain est très méprisé par les bien-pensants, etc. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Le peuple africain. Ceux qu'on considère comme des non-lettrés, mais qui sont bien plus intelligents que bien souvent que les docteurs ou les prétendus intellectuels. Eh bien, ces gens-là, vous savez, quand on leur donne des choses trop abstraites, ça ne les intéresse pas. Ça ne leur parle pas. Il faut parler de quelque chose qu'ils palpent. Il faut parler de franc CFA. La femme du marché, le vendeur ou la vendeuse d'arachides qui se lève à 5h du matin pour vendre au bord de la route, il sait c'est quoi le franc CFA. Et à partir du franc CFA, on peut remonter structurellement, intellectuellement, sur le mécanisme de prédation beaucoup plus global. C'est dans ce cadre-là que l'on s'est organisé et que l'on a parlé de cette démarche-là. Mais si vous me connaissiez à l'époque où j'avais des cheveux, à l'époque où j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus... très diabolisé. Vous n'avez pas encore 40 ans, ça va. Je dois 38, j'arrive sur les 39. J'ai un petit peu des poils blancs qui arrivent. Mais plus sérieusement, vous sauriez que depuis très longtemps, on parle du franc CFA. Donc dire qu'on a surfé sur la vague, c'est pareil. Ça me fait sourire. Je fais pas partie des gens qui sont apparus en 2017 dans le combat contre l'impérialisme. Ceux qui me connaissent savent que, et de manière bien plus dure à une certaine époque, depuis mes 18 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je me bats pour mon peuple. Donc non. Il y a pas de... L'opportunisme est sur ceux qui essaient de rebondir sur les actions qu'on mène sur le terrain au péril de nos vies, qui eux ne risquent rien, qui eux mangent des petits fours, qui parlent parce qu'aujourd'hui c'est à la mode de parler du franc CFA, d'accord? Mais quand nous on prend les coups, quand moi je suis en prison, je suis seul. Quand je me fais taper, comme à l'aéroport à Dakar, je suis seul. Vous comprenez? Quand je suis chassé, déporté d'un pays où je jouis pourtant d'une grosse popularité auprès d'une partie de la jeunesse sénégalaise notamment, j'étais journaliste politique sur une des plus grosses émissions là-bas. Oui, je vous suivais, vous étiez excellent. Quand on me déporte, d'accord, et que je suis arraché à ma famille, et que je pleure dans l'avion, je suis seul. C'est pas de la victimisation, moi je suis pas une victime. Mais donc parler d'opportunisme, quand on sait tout ce qu'on risque, je trouve que c'est assez fort du café. Bon alors, le débat actuel, c'est celui de l'éco. C'est la future monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Or, entre les pays de la zone monétaire ouest-africaine, la ZMAO, et ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, il semble qu'il y a de part et d'autre beaucoup d'incompréhension, voire un agenda caché. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas un signe contradictoire de cette Afrique mobilisée et unifiée que vous appelez de vos voeux? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a une volonté réelle d'une grande partie de nos populations de se débarrasser de la main
oligarchique française qui nous empêche de respirer, qui nous empêche d'avancer comme nous le souhaitons. Et la France a vu que les pays des États d'Afrique de l'Ouest, vous voyez, eux-mêmes, ils ont commencé de manière par des étapes. On commence par l'Afrique de l'Ouest, puis après on continue. Même eux l'ont fait. Et la France a vu ça, et le président Macron a essayé de parasiter un projet qui date des années 80, parce que le projet ECO n'est pas apparu en 2019 ni en 2018, il date de très longtemps, il avait été laissé dans les tiroirs. Et quand ils ont vu que nous avons mobilisé, parce que c'est ça la réalité, que nous avons mobilisé une grande partie de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest, et d'Afrique centrale, et des Caraïbes, parce qu'il faut toujours leur rendre hommage sur ces questions de néocolonialisme. Les Comores aussi, on a beaucoup de sympathisants d'ailleurs. On leur passe un coucou, mais il y a des choses que je peux pas dire parce que peut-être qu'il y a des visites qui seront très prochaines là-bas. Voilà. Mais et quand ils ont vu qu'on a mobilisé la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les pays les plus courageux ont dit qu'il faut qu'on ressorte ce projet et qu'on coupe les liens avec le Trésor français. C'était ça l'objectif. Et quand Macron a vu ça, il s'est dit il va faire du piratage économique, ou c'est lui ou ses conseillers, peu importe. Et quelques-uns de ces nègres de maison, je me permets de le dire aussi parce que je le pense du fond de mon âme, se sont dit il faut qu'on court-circuite ça. Et donc, il a repris le nom d'ECO, qui est du vol, comme l'a dit le président Nana Akufo-Addo, c'est du vol. D'accord ? Pour brouiller les esprits en faisant croire que donc il y a un débat sur l'éco. Il n'y a pas un débat sur l'éco. Il y a un débat sur la tentative de pirater de projets authentiques de l'éco, projet qui est piraté par l'oligarchie française et ses alliés que sont le président Alassane Ouattara, le président Macky Sall et bien d'autres. Alors, de la part du Nigeria, pas d'agenda caché ? Pas d'agenda caché. L'agenda caché se trouve du côté de l'Elysée. L'Afrique, le Nigeria, première puissance d'Afrique, joue son rôle. D'accord ? Et moi, je suis très souvent au Nigeria. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment là-bas, même parmi les autorités. Et je peux vous assurer une chose. Les gens en ont marre de l'arrogance oligarchique française. Il n'y a pas que le prolétariat qui en a marre. Alors, évidemment, quand on invoque votre panafricanisme, que je crois pour ma part sincère et salvateur pour l'Afrique, on ne peut pas s'empêcher d'invoquer votre passé, en France notamment, puisque vous êtes quand même français aussi, en plus d'être béninois, voilà. Et ce passé était plus, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il a été un peu tumultueux quand même dans votre jeunesse. Alors, le Kémy Séba de 2020, est-ce qu'il a pris ses distances, par exemple, avec la tribu K, avec votre ami Dieudonné ? Et est-ce que le radicalisme noir, souvent associé dans votre cas avec l'extrême droite et l'antisémitisme, est toujours de rigueur, ou est-ce que ça c'est passé ? Alors, première chose, associé par qui ? Moi, je me méfie toujours de qui donne les cartes et qui donne les bons points. Première chose, le Kémy Séba de 2020 n'existerait jamais s'il n'y avait pas eu le Kémy Séba de 2006. Certainement. D'accord ? Et donc, mon parcours est une très grande fierté. Et je vais jamais le renier devant qui que ce soit. Que ce soit le président de Mars, président de la planète Terre, qui que ce soit. Vous comprenez ? C'est ma fierté. L'oligarchie française essaie de me présenter comme un criminel, alors que j'étais un activiste politique qui se battait pour le droit de son peuple. On nous a caricaturé en disant qu'on était des alliés de nationalisme. Moi, je suis un garvéiste, madame. Vous savez qui c'est Marcus Garvey ? C'est quelqu'un qui disait « Back to Africa », qui disait qu'il se méfie des progressistes occidentaux, qui se méfie des grands amis, des Noirs. Et c'est Frantz Fanon qui disait « Est dangereux aussi bien celui qui dit qu'il aime tous les Noirs que celui qui dit qu'il ne les aime pas ». Vous comprenez ? Le négrophile et le négrophobe, c'est les deux balances, les deux extrêmes d'une même pièce, quelque part. Donc, je me bats pour mon peuple depuis toujours. Je vais jamais le renier. Je me suis toujours opposé de manière virulente à ceux qui attaquaient mon peuple. Et parmi ces gens, quand je m'attaquais à certaines communautés qui discriminaient notre peuple, ça posait pas de problème. Quand je me suis attaqué à certaines communautés qui agressaient notre peuple, qui étaient plus organisées que d'autres, on m'a taxé d'antisémite. Mais votre amitié avec Dieudonné, par exemple. Moi, mon ami, ça fait de très nombreuses années que je parle avec Dieudonné, mais c'est pas devant vous que je vais dire que Dieudonné n'est pas mon ami. Jamais. Dieudonné est un frère. J'ai plus ses accointances, son entourage n'est pas le mien. Très clairement. Mais vous comprenez qu'on fasse l'amalgame dans ces cas-là. C'est vous qui le faites. Ça fait des années qu'on ne parle pas de Dieudonné, pour tout vous dire. Ça fait de très nombreuses années qu'on ne parle pas de Dieudonné. Maintenant, c'est dans votre environnement. Vous êtes en France, je vis en Afrique. Donc je comprends que vous me parlez de lui. Dieudonné est un frère, comme des millions, des milliards peut-être même de Noirs, afro-descendants, clairs ou foncés existent dans le monde. Il se bat pour ses idées. Ses idées sont plus sur le terrain en France, etc. Sionisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler du capitalisme. Parce que en réalité, quand on parle quand on commence à ethniciser certaines castes sociales, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans le piège de ceux qui veulent nous diaboliser. Et donc c'est pour ça que depuis que je suis rentré en Afrique, j'ai pris beaucoup plus de distance avec la question des castes sur le terrain ethnique. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'analyse sociale. Parce qu'en Afrique,
On est tous foncés pour la plupart, mais il y a des oppresseurs noirs qui oppressent des prolétaires noirs. Maintenant, Dieudonné est mon frère, la tribu K, je ne regretterai jamais. Mais ça appartient à votre passé, si je comprends bien. Je le dis avec froideur et avec passion. En même temps, vous savez, c'est les deux extrêmes d'une même entité. Je me bats pour mon peuple. Et à chaque fois que le système se lève pour me persécuter, il ne se rend pas compte qu'il me donne raison. Et s'il n'y avait pas eu la tribu K, il y a bon nombre de gens qui me suivent aujourd'hui qui ne m'auraient pas suivi. Comme s'il n'y avait pas eu la 2S TV en Afrique francophone, bon nombre de gens qui nous suivent aujourd'hui, ils sont très nombreux, ne nous auraient pas suivis. Donc, moi, je ne vais jamais baisser mon boubou devant qui que ce soit. Alors, à ce propos, au-delà du combat identitaire que le choix des titres de vos 2 premiers livres sous-entend, c'est-à-dire Supranégritude et Black Nihilism, si je peux me permettre, supranégritude, c'est au contraire, ça va au-delà de la question identitaire. Oui, qui dit supra dit, il faut qu'on dépasse ce clivage. Justement, j'y arrive. Alors pour moi, si vous voulez, quand on mène un combat panafricaniste, la première chose qu'il faut remettre en cause, puisqu'il y a la dimension géopolitique, c'est le dernier tabou africain, après celui du franc CFA, que vous avez entièrement contribué à faire voler en éclats, c'est celui de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Tout à fait. Alors, pourquoi vous n'auriez pas fait un de vos chevaux de bataille? Mais quand les dictateurs m'expulsent d'un pays à l'autre, parce qu'ils créent de mon audience auprès de la jeunesse, je suis en train quand même de remettre en question ces frontières artificielles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ce qui ressort souvent, si vous lisez avec assiduité les commentaires de la jeunesse africaine, c'est comment se fait-il qu'un citoyen africain soit expulsé d'un pays à un autre? Donc, j'en reviens à ce que je vous disais dans les premières réponses. C'est pas une expulsion simple. Mes expulsions sont des sujets de société. Je parlais avec un professeur d'université à Tours, un Français, qui disait que nos expulsions revêtent en réalité toutes les thématiques, toutes les tares de la problématique de la France-Afrique au XXIe siècle et de la problématique de la répartition, du découpage du continent africain qui a été opéré en 1884 et 1885 à la conférence de Berlin. La libre circulation, c'était le projet de Kadhafi, c'était le projet de Kwame Nkrumah, c'était le projet de Thomas Sankara. Eh bien, ces dictateurs, à chaque fois que nous agissons, nous les poussons à la faute et nous montrons que ces derniers sont des acteurs primordiaux de ce système colonial qui veut nous voir diviser. Alors, revenons quand même aussi, regardons les choses en face. Le Nigeria vient de fermer sa frontière avec le Bénin. Vous êtes vous-même béninois. Vous savez combien ça râle. Je suis africain avant d'être béninois. Voilà, oui, mais ça râle côté béninois. Alors, ont-ils raison, ont-ils tort, c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Mais enfin, ça ne râle pas que du côté béninois, même du côté nigérian, pour tout vous dire, aussi, parce que je connais beaucoup de Nigérians, ils sont indignés. Le fait d'utiliser, alors qu'on est en pleine discussion sur une monnaie commune, justement, libre circulation, un État comme le Nigeria décide de fermer sa frontière. Il y a des problèmes on ne pourrait pas y revenir en 2 minutes. Je pense qu'il faut un peu de pudeur dans les problèmes aussi complexes, d'accord, entre les différents dirigeants. C'est une réalité. Personne ne peut être heureux de ça. J'ai fait partie des premiers qui se sont indignés sur ces questions, d'accord, parce que le Nigeria, j'y vais souvent. Le fils de Fela Kuti, Seun Kuti, est un de mes meilleurs amis. Je suis régulièrement là-bas, d'accord, à Lagos. Et le Nigeria est un pays vivant. C'est un poumon de l'Afrique, comme le Congo. Il y a des points centraux comme ça. Et donc, on ne peut être qu'attristé de ces frontières qui sont émises. Mais ces frontières faites par les élites ne signifient pas qu'il y a des frontières au sein des peuples. Et je peux vous assurer, j'ai jamais vu, je reviens sur ces questions, voilà. Et surtout entre le Bénin et le Nigeria. Oui, a fortiori. Les peuples côtiers sont très... Et puis de toute façon, le Bénin et le Nigeria, n'oublions pas que c'était une grande partie de ces 2 pays à la base, c'était le Dahomey. Donc c'est un seul et même pays. Et avant même ces royaumes-là qui ont été constitués, comme le disait Charanta Diop, nous sommes tous issus d'un foyer civilisationnel commun. Mon camarade et ami Douguine parle du fait que chaque peuple a son foyer civilisationnel. Nous, notre foyer civilisationnel, nous le connaissons aussi. Et donc, nous arriverons d'une façon ou d'une autre à cette unité. Il n'empêche que le temps des peuples, comme me disait le grand historien Mamadou Diouf, sénégalais, vous savez qu'il y a la chaire de Columbia, le temps des peuples en Afrique n'est pas encore arrivé, d'où l'intangibilité de ces frontières qui ne sautent pas et qu'on utilise quand même. Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être que le grand historien qui a sa chaire à Columbia, que j'aime beaucoup, que je respecte profondément, peut-être qu'un jour on le prendra plus régulièrement avec nous, dans nos contrées, dans nos voyages, dans nos missions. Vous savez, chaque mois je suis dans 2 pays en Afrique, soit francophone, parfois anglophone, ou dans la diaspora, dans les Caraïbes ou ailleurs. Le temps des peuples est plus arrivé qu'on ne le croit. Et il ne faut pas confondre les responsabilités parfois des élites africaines avec l'attitude du peuple. Et je peux vous assurer d'une chose, quand on voit la portée aujourd'hui du débat sur la France-Afrique et sur le néocolonialisme, l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste est plus que jamais vérifié. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Il arrive un moment où il faut qu'on cesse de se victimiser et qu'on prenne nos responsabilités. Et je peux vous assurer qu'à force d'activer la société civile, les sociétés civiles comme nous le faisons, partout où nous le pouvons,
eh bien on va arriver à un moment où on poussera nos autorités dos au mur. Et c'est ce qui est en train progressivement de se passer. Et quand les autorités africaines m'arrêtent, je vais vous dire une chose, elles me persécutent, elles me tapent, j'en pleure parfois. Mais une chose est certaine, elles ne font que donner du crédit à notre combat politique. Parce que quand nous disons que certains sont des passoires, et que certains se comportent par leurs actes comme des passoires, ils ne font que réveiller une grande partie d'Africains qui, même pour certains au départ, nous trouvaient radicales, et qui finissent par se dire, mais si on le persécute autant, c'est qu'il a raison. Donc vous invoquez la pérenne tradition pour reconnecter la jeunesse africaine avec qui elle est vraiment et d'où elle vient, et en cela je vous approuve entièrement. D'autant que ce mouvement est réel dans l'ensemble du monde diasporique, comme vous l'appelez. Je pense notamment à l'exemple du Venezuela, qui est en train de revendiquer son africanité. Le Brésil encore plus. Et le Brésil encore plus, alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Alors, cette revendication a notamment coûté la vie à un des leaders africains que j'aime le plus, qui est Thomas Sankara. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir si c'est d'un mai 68 dont a vraiment besoin aujourd'hui l'Afrique, ou bien si c'est d'une révolution anti-impérialiste, comme vous semblez l'affirmer dans tous vos ouvrages. Alors, je suis pas sûr que le mai 68 soit une référence, parce que mai 68 était une révolution néolibérale sur le terrain sociétal. Disons les choses telles qu'elles sont. On parle des printemps des révolutions colorées à l'Est ou à l'Ouest. Quand on regarde mai 68, a posteriori, on se rend compte quand même que tout ce qui était du domaine des valeurs traditionnelles n'était pas beaucoup respecté dans ce pays. Donc c'est pas du tout une référence pour moi à titre personnel. Moi, je pense qu'on a besoin d'une déconstruction du système capitaliste. Parce que quand on analyse le capitalisme, l'esclavage, bien évidemment, on est une grande illustration. La colonisation, on est une grande illustration. Le néocolonialisme, on est une grande illustration. Et le mondialisme néolibéral, on est bien évidemment la plus belle extension contemporaine. Donc il faut déconstruire. C'est Jacques Derrida, pour citer un philosophe de chez vous, qui disait, qui était le philosophe de la déconstruction. Et mon formateur en philosophie, Grégoire Biogo, était l'un de ses meilleurs élèves. Eh bien, nous disons que nous devons déconstruire le capitalisme dans nos contrées. Il y a fort à faire. C'est ce travail. Quand je brûle le billet, ce n'est pas qu'une contestation du franc CFA, c'est une contestation du capitalisme dans son essence la plus putréfiée. Vous comprenez? Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on se doit d'être. Et donc j'aime pas le terme révolution, parce que quand j'entends les gens aujourd'hui qui parlent de révolution, franchement, ça m'excite pas trop quand j'entends Besancenot, quand j'entends la gauche, ou même la droite, qui est dans une révolution comment ils disent, antilibérale, etc. Moi, le terme révolution, je parle plutôt de revenir à soi-même. Le retour à soi. Parce que l'Africain était plongé dans l'aliénation. Être aliéné, ça signifie être étranger à soi-même. Et on est devenu tellement étranger à nous-mêmes que la seule chose qui pourra faire en sorte qu'on se réveille, c'est qu'on revienne à nous-mêmes. Et quand vous voyez des présidents comme les présidents d'Afrique francophone, qui sont voués aux gémonies par tous les autres présidents d'Afrique méprisent quelque part nos dirigeants, il faut qu'on le dise, eh bien c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Le président Alassane Ouattara pense plus à la manière dont l'Occident le voit qu'à la manière dont le peuple africain le voit. Le président Ouattara est l'un des présidents les plus détestés de l'histoire contemporaine africaine. Et ça, c'est une réalité. Macky Sall, pareil. Parfois, moi-même, vous savez, je vais dans des pays, quand je fais des meetings, moi, je dis non au néocolonialisme, je critique les systèmes de prédation, mais je vois des gens qui prennent les drapeaux, les visages, les portraits de Ouattara, de Macky Sall, qui les brûlent, qui sont bien plus radicaux que nous dans cette démarche-là. Mais après, ça fait pas une révolution, c'est pas comme ça qu'on arrive à un changement. Soit c'est par les urnes, soit on se bat. Écoutez, c'est pas vous qui allez dire ce qu'est une révolution, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'ai plus confiance en la population africaine pour ça. Et la révolution, ce que vous appelez révolution, ce que moi j'appelle retour au réel, retour aux éléments primordiaux, ça doit partir de nous-mêmes. Personne d'autre. Bien sûr. Donc, vous comprenez? Bien sûr. Et donc, dans ce paradigme-là, les choses se font étape par étape. D'abord, ça passe par la sensibilisation. Il a fallu une ingénierie sociale du changement. Quand on a infiltré les médias en Afrique, d'accord, quand j'ai infiltré les médias en Afrique, à la base, la plupart des médias, c'est parler du foot, de la musique, d'accord, des danses, etc., ou du show business, ou de la politique, rapidement. Nous, on est venus, on a parlé de souveraineté populaire. C'est des choses qui étaient proscrites dans les médias. Ça fait partie de l'ingénierie sociale du changement. Après ça, on commence à mobiliser les gens dans la rue. Après ça, on passe à une autre étape. C'est comme ça que les choses se font. Et il faut, aujourd'hui, au XXIe siècle, je dis ça à tous les amis non-africains qui nous aiment. Et il y en a des sincères. La meilleure façon de nous aimer, c'est de laisser les Africains de la diaspora ou du continent s'organiser eux-mêmes et définir eux-mêmes leur propre combat. Voilà. Tout à fait. Kémy Séva, merci infiniment d'être venu et de ces explications. Ça a été un plaisir et c'est un exemple, cette émission, parce que, comme je vous dis, je pense que vous aviez des a priori sur moi, peut-être que j'en avais aussi sur vous, à force de vous entendre dire que j'étais radical, mais c'est du dialogue que j'aille la lumière. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais en échangeant, on sera toujours plus proche de la vérité qu'en s'opposant gratuitement. Merci Très certainement. Merci infiniment.